Bonjour à tous, c'est Zimbabwe aujourd'hui, jour de l'anémone. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anémone? Les anémones sont des plantes à fleurs de la famille des renonculacées qui poussent dans les zones tempérées des deux hémisphères. Voilà, est appréciée et sélectionnée par les horticulteurs pour ses fleurs aux couleurs vives, notamment. Ouais, bah en fait, c'est des petites fleurs très sympathiques à regarder. Voilà, anémone vient du grec, voilà, fille du vent. Très bien, très bien. Bon, pas mal d'espèces, ouais. D'accord, donc c'est l'anémone dans les zones minières du Moyen-Âge sont symbole de l'abandon. Anémone, anémone est un prénom féminin. Ah, mais c'est comme Anémone Giscard d'Estaing, la femme de l'ancien président Giscard. Très intéressant, très intéressant. Ici, on a un tableau. Enfin bref, hein, retenez juste anémone, donc voilà, des fleurs de plutôt bonne qualité. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Alors là, j'ai pas trop vu ce qu'il y avait. Éclipse totale pouvant marquer le retour d'Ulysse auprès de Pénélope. D'accord, donc alors ça fait référence à donc à la mythologie grecque. Donc plutôt intéressant. Donc éclipse. Donc une éclipse, occultation d'une source de lumière par un objet physique. Une éclipse, voilà, d'un astre, une étoile comme le soleil. Voilà, donc c'est la lune qui empêche le soleil et donc on se retrouve avec comme si c'était le soir quoi. C'est-à-dire que la lumière n'éclaire plus la Terre. Donc c'est quelque chose de plutôt rare. Voilà, la dernière éclipse totale en France était en 99 et la prochaine c'est en 2081 il me semble. Donc, est-ce que vous serez vivant en 2081 pour voir une nouvelle éclipse? Peut-être pas, donc allez dans un autre pays pour voir une éclipse. Voilà, regardez. C'est vraiment très beau. D'accord, d'accord. Donc, pour marquer le retour d'Ulysse auprès de Pénélope. Bah ça, c'est intéressant parce que, quelque part, même si la mythologie grecque, c'est un peu faux, je pense. Je pense que, par exemple, Ulysse, il a pas combattu des sirènes, des cyclopes et des monstres à six têtes. Bah, c'est quand même intéressant de voir que la mythologie, en fait, se mêle à des choses de la réalité, comme par exemple l'éclipse totale là, qui a lieu en telle année, qui a vraiment eu une éclipse, et donc ça marque un tel retour. Par exemple, dans la mythologie grecque aussi, il y a le mont Olympe, vous voyez. Donc en fait, et aussi l'histoire elle se passe en Grèce, dans la mer Égée, dans la mer Méditerranée, et donc même si ça se passe même si c'est fictif, et bien ça se passe dans un univers réaliste. Ça c'est quand même plutôt intéressant parce que ça donne un peu ça donne du réalisme quoi. On a l'impression que c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'on a? Masada Togoma des Romains, Bari, l'empereur de la Serbie, bataille de Montabor marquant la victoire du général Bonaparte sur les troupes ottomanes. Alors le truc avec les batailles napoléoniennes, c'est qu'il y en a une à peu près une fois tous les 3 jours, donc bon, c'est un peu toujours pareil, mais bon, c'est quand même sympa. Donc 4000 hommes contre 25 000 fantassins, 2 morts contre 3000. Alors sur les chiffres, on est un peu sur une humiliation. Donc un épisode de la campagne d'Égypte. Donc la campagne d'Égypte, pour rappel, c'est voilà, une expédition militaire menée par le général Bonaparte, afin de s'emparer de l'Égypte et de l'Orient et de bloquer la route des Indes à la Grande-Bretagne. Donc c'était parce que dans la lutte contre l'Angleterre, il fallait l'empêcher d'être en bonne santé économique et donc il y a eu l'idée des Français d'envoyer Napoléon pour bloquer la route commerciale des Indes. D'ailleurs, les élites françaises voulaient avec ça en fait se débarrasser de Napoléon et faire en sorte qu'il meure peut-être, parce que au final ça s'est très mal fini la campagne d'Égypte. Enfin, ça a été une victoire ottomane britannique et donc ça a été une perte totale pour Napoléon, mais il a pu gagner beaucoup de prestige parce que il a quand même eu des victoires comme la bataille des Pyramides et la bataille du Mont Tabor. Et aussi ça a été une grande ça a permis de grandes découvertes au niveau de l'archéologie. On pense notamment à Champollion qui a pu découvrir la pierre de Rosette et tout ça là. Donc c'est plutôt intéressant en fait qu'une défaite se transforme un peu en victoire pour un homme, Napoléon, qui après faire son petit coup d'État et devenir empereur. Enfin pas encore, mais devenir premier consul et 5 ans plus tard de devenir empereur. Donc là on a une bataille, voilà. Donc pendant la campagne d'Égypte. Cette victoire ne laisse aucun espoir d'aide extérieure. Malgré ça, la ville continue à résister à tous les assauts. À la date à laquelle Félix Bonaparte
Bonaparte fut contraint de repartir en Égypte avec une armée diminuée par la peste. La peste, c'est chiant. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Victor Jean-Baptiste d'Autriche fut régent de Beauharnais pendant les guerres de la 5e coalition. Attentat contre le roi Louis-Philippe Ier, commis dans le parc du château de Fontainebleau. Alors ça, un attentat contre Louis-Philippe Ier, donc qui est, je le rappelle, donc roi des Français et pas roi de France, donc un dirigeant du 19e siècle. Parce que en 1830, c'était une monarchie dirigée par les Bourbons, mais il y a eu une révolution. Et du coup, du coup à la place, il y a eu une monarchie constitutionnelle avec donc un nouveau roi, le roi Louis-Philippe. Voilà donc voilà le dernier roi français. C'est le dernier roi français. C'est pas le dernier monarque, parce que le dernier monarque c'est Napoléon III, et c'est pas non plus le dernier roi de France, vu que le dernier roi de France c'est Charles X. Parce que lui c'était le roi des Français. Donc il a été à la tête de la monarchie de Juillet. Donc la monarchie de Juillet c'est un régime politique de Rome de France qui a duré 18 ans, donc de 1830 à 1848. Alors, comme c'était une monarchie constitutionnelle, donc c'est plutôt rare dans l'histoire de France. Donc voilà, donc avec le Philippe d'Orléans, une monarchie de Juillet qui a été celle d'un seul roi, marquant en France la fin de la royauté. Elle fait suite à la monarchie donc des Bourbons, conservatrice. Donc elle était plus libérale, quoi. C'était le début du libéralisme en France, début les balbutiements donc de l'industrialisation. Et on a aussi donc voilà le roi Louis-Philippe. Et c'est à partir de ce moment-là que la France a commencé à porter le drapeau tricolore, parce que sous l'ancien régime, donc le royaume de France de la seconde restauration, et ben le drapeau c'était encore un drapeau royaliste. Et donc là on a eu pour la première fois le drapeau tricolore. Et donc il y a eu évidemment des tentatives d'assassinat, voilà, attentats contre Louis-Philippe Ier, il y en a eu beaucoup. Ça, c'est une très célèbre caricature de Philippe Ier par Charles Philippon, enfin du Charivari, où il était représenté en pomme. Et le régime, la monarchie de Juillet avait interdit la représentation de Louis-Philippe à travers une pomme. Mais du coup, et ben, ça a eu l'effet inverse et tout le monde a représenté Louis-Philippe avec une pomme. Enfin, non, c'était une poire, sous une poire. Voilà. Et donc, un grand nombre d'attentats contre Louis-Philippe, complot et tournoi d'âme, attentat. Et donc là, on est sur celui donc de 1846. Voilà, du roi de la reine, de leur fille, Pierre Lecomte, ancien garde forestier, dire 2 coups de feu sur le souverain sans le toucher, il a arrêté, jugé à la cour de Père où Victor Hugo, ce gauchiste, cherche à sauver sa tête, sans succès, condamné à mort et exécuté. Parce que oui, Victor Hugo, étant écrivain, a aussi été un homme politique. Ça, c'est quand même à rappeler, il était député durant les années 40. D'accord. Et il était contre la peine de mort, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dimitri Karakazov tente d'assassiner l'empereur Alexandre II de Russie. Alors lui, donc c'est un empereur de Russie, donc peut-être un peu moins connu. C'est un des derniers empereurs, donc de 1855 à 1880, donc qui a duré plutôt longtemps. Et qui a fait, voilà, principalement connu pour ses réformes, notamment l'abolition du servage. Donc c'était un roi plutôt moderne, avec des réformes libérales, mais malheureusement il s'est fait assassiner par un anarchiste russe. Et du coup, à la suite de lui, il y a eu Alexandre III qui était bien plus conservateur et qui a fait des pogroms contre les juifs. Ça, c'était pas fou. Mais Alexandre II, c'était plutôt un roi de qualité quand même. Enfin, un tsar de qualité. Et donc, il y a eu de nombreux attentats contre lui aussi. Mais pour lui, ça a marché au bout d'un moment. Ça a fini par payer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Première guerre mondiale à 6 heures, début de la bataille du chemin des dames dans l'Aisne. Ah, ça, c'est quand même plutôt intéressant. Donc, ça s'est passé dans l'Aisne. Donc, l'Aisne, je rappelle. Donc, c'est le deuxième département de France. Donc, il existe depuis 90, avec pour chef, pour préfecture Laon. Voilà. Superficie de 7361 km², population d'un demi-million d'habitants, avec des actionnaires. Pour préfet Nicolas Basselier, qui est un homme politique, un haut fonctionnaire français. Très bien, préfet depuis 2016. Chevalier de l'ordre du mérite agricole, chevalier de la Légion d'honneur, ça c'est quand même plutôt sympathique. Donc voilà, un département qui se situe dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Tout est parfait. Voilà. Donc, la bataille du chemin des dames, oui, donc c'est une bataille plutôt connue de la Première Guerre mondiale. Donc elle commence à l'année par la tentative française de rupture du front allemand entre Soissons et Reims vers Laon sous les ordres du général Nivelle. Robert Nivelle. C'est lui.
Donc l'heure est venue, courage et confiance vive la France. La bataille se prolonge jusqu'au 24 octobre 1917 avec des résultats stratégiques discutés, de très lourdes pertes humaines dans les deux camps. Ouais, donc en fait c'était une tentative française de mettre fin donc au front. Parce que le front c'était un peu chiant, ça faisait 3 ans qu'il était là, on commençait un peu à se faire chier. Hein, mais des deux camps, et donc il a voulu mettre fin à ça, et ça a été une grosse défaite. Oui, je m'en souviens, oui, voilà, je m'en souviens, et donc ça a été voilà, donc vue panoramique, très sympathique quand même, hein, très très sympa le chemin des dames. Bon, après en 1917 c'était tout gris et tout noir, hein, c'était pas fou. Voilà le plan français, les moyens, rôle des chars, les tactiques, la bataille, l'offensive, la poursuite. Alors, le problème c'est que c'est trop perte, un échec pour l'armée française, voilà, c'était un gros échec. Cette bataille devait être décisive, elle se solde par de lourdes pertes pour des gains sensibles mais insuffisants. Plus grave encore, son arrêt permet aux Allemands de rétablir leur situation très ébranlée. L'arrêt des opérations permet aux Allemands de se retourner vers l'Est, d'asséner des coups décisifs aux Russes, puis de ramener presque toute leur armée en France pour une offensive majeure en mars 1918. Bravo Nivelle! Super! On peut dire que l'échec de l'abandon de l'offensive Nivelle entraîne le prolongement de la guerre d'une année et favoriser la révolution bolchevique. Ça c'est sympathique! Super! Tiens, étonné, on va pouvoir revenir sur donc la Russie, parce que hein, j'aimerais bien rappeler, voilà, Lénine, Trotsky, non bon, il est où? Où est-il? Bon, parce que du coup, ce bon vieux Nicolas II, hein, hop, que la révolution russe, donc qui a eu lieu en 1917, a détruit ce pauvre donc tsar de Russie, Nicolas II. Voilà, donc qui était un tsar plutôt de qualité, hein, plutôt réformateur. Hein. C'était un peu le Louis XVI français. Hein. Ils ont duré à peu près autant de temps et ils ont fini un peu pareil. Hein. Exécuté sommairement avec toute sa famille. Hein, voilà, un truc horrible. Hein. Pourtant, c'était pas un si mauvais empereur. C'est juste que il a fait de trop de concessions. Hein, c'est toujours comme ça et ça a mal fini. Ah, quel coup dur. Bon, bref. Du coup, la révolution d'octobre, hein, les bolcheviks, tout ça, le communisme, des dizaines de millions de morts, hein, la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est fou, hein, à quel point, genre, une seule bataille qui a lieu en France, dans l'Aisne, puisse avoir de si grandes conséquences sur la Russie. Déjà, il y a 100 ans, le monde était déjà très connecté. Hein. Ça, c'est quand même intéressant à noter. Hein. Tout. Donc, bataille navale au Sri Lanka, début de la bataille de Berlin. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi la bataille de Berlin? Oui, voilà, c'est la bataille voilà, donc entre le Reich allemand, l'Union soviétique et la Pologne. Ne jamais oublier la Pologne. Hein. Ouais, bon, là, de toute façon, à ce moment-là, c'était pas trop intéressant, vu que c'était déjà foutu pour le Reich, hein, je veux dire, en 45. Bon, voilà. Oui, donc là, ce pauvre Reichstag, hein, dem Deutschen Volk, c'est-à-dire pour le peuple allemand, donc qui est totalement détruit. Coup dur pour lui, hein, mais bon, heureusement, il s'est fait une seconde jeunesse, on va dire. Hein. Aujourd'hui, il est flambant neuf. Regardez, c'est un super bâtiment. Il est parfait. Bon, bah écoutez, bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. On a vu pas mal de choses. Donc déjà, les anémones, voilà, des petites fleurs de qualité. Hein. Ensuite, donc l'éclipse, hein, donc l'éclipse, disparition apparente et temporaire. Ouais, c'est quelque chose qui cache un autre truc. Hein, voilà, c'est pas compliqué. On a aussi Ulysse, hein, la mythologie grecque, elle fait qu'elle se base sur la réalité. Ensuite, la campagne d'Égypte, hein, avec Napoléon, tout ça. Ainsi que donc la bataille du mont Tabor et une grosse victoire française sur ces pauvres Ottomans. Donc l'Empire Ottoman, je rappelle, c'était ça. Voilà, oui, alors ça, c'est à son apogée au XVIe siècle. Hein. Au XIXe, c'était un peu plus petit. Hein. Il n'était pas jusque là, mais donc c'était un gros empire. D'ailleurs, pour rappeler, la campagne d'Égypte, vraiment, ça a été un gros coup dur pour les Ottomans. Hein. Quand ils ont vu ça, ils s'attendaient pas à se faire attaquer comme ça. Hein. Sinon, donc on a la monarchie de Juillet, donc un régime du 19e siècle, Victor Hugo, voilà, contre la peine de mort, un attentat en 1846 contre le Philippe, donc l'Aisne, donc un département plutôt de qualité hein, quand même. Ensuite, on a Nicolas II, un pauvre tsar tué, la révolution d'octobre, tout ça, le communisme, la bataille du chemin des dames qui est sa conséquence, le palais du Reichstag, un palais de qualité, dem Deutschen Volk. Ensuite, on a la bataille de Berlin, donc aussi une bataille importante, mais qui était déjà, enfin, pas importante vu qu'il n'y avait pas de suspense. Et donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous vous abonnez, vous lâchez des bisous. Je vous aime. Au revoir.